Bienvenue à un nouvel épisode du Balado avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Camille et Alexandra. On recevait Lily Thibault, qui est écrivaine, actrice, mais qui fait aussi, je pourrais dire, du militantisme pour la Fondation Marie-Vincent. Donc aujourd'hui, on a parlé de la Fondation, mais également du film documentaire La parfaite victime dans lequel on peut voir Lily Thibault. Et on a également parlé un peu du système de justice pour les victimes d'agressions à caractère sexuel et donc du projet de tribunaux spécialisés qui est présentement en cours. Donc là-dessus, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute! C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect de l'intégrité de nos corps. Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivantes. C'est la culture du viol. Donc, bonjour Lily. Merci d'avoir accepté l'invitation de notre balado. Enfin, on est vraiment très heureuse de te recevoir. Dans le fond, une question toute simple pour débuter. On voulait savoir, c'est qui Lily Thibault? En fait, de nous parler de toi un peu, de ton parcours, orientation, qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie? Ben c'est une excellente question, puis il y a plusieurs réponses en fait. C'est une réponse large, vous allez voir, parce que bon, j'ai un parcours de comédienne, j'ai une formation de comédienne, mais j'écris aussi. J'ai écrit un livre, j'en ai un autre pour enfants qui va sortir prochainement. J'écris pour la télé, j'ai un projet de théâtre en cours. Fait que je fais plusieurs trucs. Je gère aussi des projets. Je suis productrice à l'occasion. Je suis prof aussi. J'enseigne l'impro puis le théâtre. Des fois, je donne des ateliers d'impro pour les jeunes du cégep, les jeunes secondaires, pour les adultes. Je suis aussi coach. Comme sur les plateaux de tournage, des fois, quand ils ont des adultes ou même des ados, des enfants qui ont besoin de quelqu'un qui donne la réplique ou juste d'encouragement ou comme de pouvoir répéter avant d'aller sur le plateau, ben je fais ça aussi. Fait que je dirais que je suis plusieurs de ces affaires-là. Puis parallèlement, ben je me suis impliquée dans les dernières années pour militer pour pour qu'on change, entre autres, le tribunal spécialisé en créant une pétition qui a été marrainée par Véronique Yvon. Donc, j'ai pris la parole, moi, en tant que survivante d'agression sexuelle dans l'enfance. Donc, il y a tout ça aussi. Fait que c'est une réponse large et multiple, mais ça correspond un peu à mon agenda quand j'ouvre pour voir, bon, c'est quoi ma semaine? Ben souvent, il y a vraiment toutes sortes de projets, puis fait que je dirais que c'est ça un peu Lily Thibault, c'est beaucoup d'affaires en même temps et très variées aussi. Ben oui, fait que t'as plusieurs chapeaux là en fait là, justement de plusieurs projets. Puis je veux pas qu'on oublie que aussi à la fin, tu sais là, tu viens de dire dans le fond que tu sors un livre bientôt pour les enfants. Oui. C'est quelque chose qu'on peut mettre aussi en lien là à la fin du balado là, sans problème. Là. C'est quel genre de livre? Parce que je sais que tu as fait un recueil, je sais pas si on peut appeler ça un recueil de poésie. Oui, puis là, ça fait bien peur aux gens, des fois, qui font, ben là, moi, la poésie, c'est pas mon genre. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me répondent ça d'emblée, mais c'est vraiment un commentaire qui me revient souvent puis qui me touche beaucoup, c'est que c'est simple. Tu sais, on cherche pas tant le sens des phrases. C'est écrit dans un vocabulaire assez simple et très près de la nature. Puis ça parle d'amour. En fait, c'est vraiment un livre qui fait du bien, je pense, en toute humilité. Puis moi, ça me fait du bien de l'écrire, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont offert en cadeau à des gens qui vivaient une rupture, tu sais, parce que ça parle d'amour, ça parle de rupture, mais aussi d'espoir de qu'est-ce qui peut arriver, puis surtout de s'aimer soi-même puis être bien avec soi-même. Donc, tout ne repose pas que sur la rencontre d'une autre personne qui pourrait nous rendre heureuses. Fait que c'est un livre qui est très lumineux, je pense, puis qui est très beau. Puis ça, je le dis parce que c'est l'illustrateur Francis Williams. C'est très, très beau, les dessins qu'il a fait pour accompagner. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté juste parce qu'ils le trouvaient beau avant même de lire le contenu. Les images sont cute, sont belles. Donc c'est ça c'est ce livre-là. Puis celui pour enfants qui va sortir, c'est aussi quelque chose qui va faire du bien, je pense. Moi, mon but, c'est que les petits qui... Tu sais, souvent dans les histoires, ça va bien, tu sais, pour les enfants, ou des fois ça va un peu moins bien, mais les parents sont là pour supporter, il y a un encadrement solide, tout va bien, mais je voulais vraiment m'adresser aux petits qui ont pas nécessairement, qui sont pas tombés sur le meilleur environnement naturellement dans leur maison pour leur montrer que
ils peuvent trouver de la lumière ailleurs, puis il peut y avoir quelque chose de beau qui peut leur arriver. Donc voilà. Donc je m'assure que ce soit de créer des choses qui a quand même de la lumière, là. Super bien, pour vrai. Ça fait que on va pouvoir se le procurer. Et on a ton autre, là. Oui, on a le premier ici au centre. Puis celui-là, on va pouvoir se le procurer bientôt, j'imagine. Ça va être à l'automne, à la fin de l'année. OK. Parfait. Fait qu'on va rester à l'affût. Écoute, on pouvait pas passer, en fait, à côté du documentaire de la parfaite victime, là, auquel que nous, l'équipe, on est allé, en fait, là, écouter là, au cinéma en équipe vraiment pour parce que d'un, c'est des choses qu'on rencontre ici là au Calax. Puis on voulait vraiment voir justement la répercussion parce qu'on en entendait parler justement des informations qui pouvaient sortir de ce film-là. Est-ce qu'on peut en parler un peu, en fait, juste avant pour mettre les gens en contexte, là, qu'est-ce que c'est, en fait, la parfaite victime, là, en premier abord? La parfaite victime, c'est un film documentaire réalisé par Émilie Perrault et Monique Néron qui ont décidé de mettre en lumière les failles de notre système de justice lorsqu'il est temps d'adresser des causes d'agression sexuelle. Donc, le but, c'était vraiment de montrer ça au plus grand nombre parce que ceux qui l'ont pas vécu n'ont aucune idée de ce qui peut se passer. Donc, on suit 4 personnes différentes, en fait, dont moi, et chacune raconte ce qu'elle a vécu dans son parcours. Mais il y a aussi des juges qui sont interrogés, des avocats de la défense, il y a toutes sortes de gens d'intervenants. Puis donc c'est ça, c'est vraiment un film qui, je pense, qui a vraiment beaucoup éveillé les consciences, qui a pu faire entendre la voix des victimes à ce sujet-là. Oui, effectivement. Puis, tu sais, nous, on est sortis de là. C'est ce qu'on fait comme travail, justement, d'accompagner les victimes qui désirent porter plainte, de les préparer aussi, d'être là, d'être à l'écoute de leurs besoins. Puis, vraiment, ça mettait justement beaucoup en lumière, en fait. Ben, ça mettait énormément plein de choses en lumière. Mais, tu sais, toute la préparation qu'on fait les questions qui peuvent être posées, tu sais, vraiment, là, tu sais, on est vraiment beaucoup dans la préparation pour faire en sorte que ça se passe vraiment le mieux possible, justement, dans un système qu'on peut dire qui est pas fait, en fait, pour les victimes d'agressions sexuelles. Fait qu'on trouvait ça vraiment intéressant, justement, puis on en parle beaucoup, on aimerait ça peut-être le projeter aussi bientôt. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose là, qui reste encore malheureusement là justement à défendre, à parler, faire en sorte que les choses changent. Puis ma question par rapport à ça, c'est est-ce que instinctivement quand on t'a approché, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as accepté immédiatement d'en parler? Est-ce que tu as pris le temps d'y réfléchir? Comment ça s'est passé en fait là, de ton côté là? Ben, ce qui va vous surprendre, c'est que c'est pas la production qui m'a approchée, c'est tu sais, moi, Émilie, c'est une amie ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on se connaît, fait qu'on lunchait ensemble un midi, puis elle me disait hey, sais-tu quoi, Monique et moi, on prépare un documentaire, là, tu sais, il faut vraiment parler des failles de notre système de justice, puis elle commence à me parler de ça, puis je fais, ben là, Émilie, je t'ai jamais parlé de moi, tu sais, je pense que je t'ai jamais confié cette partie-là de ma vie, fait que... Elle dit, ben non. Puis là, je lui ai confié ça. Puis elle dit, mon Dieu. Elle dit, ben... Puis je me souviens plus si c'est sur le coup ou quelques jours plus tard, mais elle dit, accepterais-tu d'être un de nos 4 personnages qu'on suit? Donc, j'y ai pensé, mais je sais pas si je l'aurais fait si c'était pas une amie. Je suis pas sûre que j'aurais eu confiance parce que c'est pas positif ce que j'avais à partager tant que ça. Ben, il y avait certaines choses positives, oui, parce que je voulais... moi, la raison pour laquelle je l'ai fait, c'était vraiment pour que, si ça peut aider une personne qui vit la même situation que moi puis qui se demande quoi faire, c'était vraiment ma mission. Fait que je me dis, s'il y a une personne qui se reconnaît, je vais avoir réussi. Mais c'est ça, donc c'est pas la production, c'est pas quelqu'un que je connais pas qui m'a appelé en faisant Madame Thibault, voulez-vous faire ça? C'est mon amie Émilie qui a fait ça temps dessus. Donc là, j'ai fait confiance à mon amie puis j'ai eu envie de participer. De base, c'était ça, là, justement parce qu'il y avait un lien de confiance là avec cette personne-là. Ça l'a comme aidé justement là au cheminement là puis à la production en fait là, du reportage. Là. Ben oui, puis c'est elle qui a fait l'entrevue, tu sais, on voit pas, c'est pas une entrevue comme 2 personnes devant l'écran, on voit juste moi qui témoigne, mais comme la personne qui recevait ce que je disais puis qui lançait les questions, c'était Émilie, donc ça non plus, j'aurais pas pu faire ça, je pense, avec quelqu'un d'autre, je me serais pas sentie en confiance. Puis aussi, je lui disais mon souhait, puis et malheureusement,
ils ont pas tout gardé parce que ça reste que ça devait être un film sur les failles du système de justice, mais moi, j'avais comme tout un bout où je parlais de guérison, puis de résilience, puis de mes trucs, de ce que j'avais envie de partager. Fait que je trouvais ça dommage que ce soit pas là parce que c'est qui je suis, là, une envie comme de vraiment d'aider les autres puis de transmettre ce qui, moi, m'a aidé. Fait que ça, c'était comme une petite déception, mais en même temps, je comprends que eux, leur objectif, c'était vraiment de cibler les failles du système, puis ils l'ont bien fait parce que, tu sais, les protagonistes, les gens comme Marcel, par exemple, à qui je parlais encore tout récemment, et moi, on a reçu tellement de messages de gens qui font « Ah, merci, je me reconnais, merci, ça me fait du bien, je pensais que j'étais la seule personne, parce que c'est pas quelque chose dont on parle couramment, une expérience dans le système de justice au sujet des agressions sexuelles, on s'entend. Donc, on a reçu tellement de messages de gens que ça a aidé, qui se sont reconnus. Fait que je pense que ça avait vraiment valu la peine. Tu sais, je sais qu'en plus, tu sais, ton visage peut-être dit des choses à des gens. Tu sais, t'as fait des séries, des choses dans l'œil du public. Fait que, encore une fois, là, tu mêles en même temps ta vie privée que tu dévoiles, tu sais, une grande partie de toi puis de ton intimité. Ça aurait pu, ça a peut-être aussi été un peu confrontant, là. Fait que je veux quand même te dire bravo de l'avoir fait parce que, comme tu dis, c'est pas nécessaire d'être la porte-parole tout le temps, mais ça apporte quand même beaucoup de courage des fois à d'autres survivants, là, tu sais, de voir des gens parler. Ouais, c'était vraiment mon but. Je me suis dit, tu sais, en fait, c'est ça, c'est que je me disais aussi, quelques mois avant la première du film, j'avais lu le rapport Rebâtir la confiance, tu sais, le rapport que 4 députés, dont Véronique Yvon, avait réalisé, puis mon constat, tu sais, le constat qu'il y a encore des milliers d'enfants agressés sexuellement au Québec, ça me fait halluciner. Fait que j'étais comme, faut que je passe à l'action, faut que tu sais, j'aurais pas pu faire ça il y a 10 ans, j'avais trop de peine encore, j'étais trop blessée, j'étais trop à fleur de peau lorsqu'il était temps de parler de ça, mais là, maintenant que je me sens assez forte pour le faire, je me dis, tu sais, j'ai vraiment besoin de poser des gestes, faut vraiment, vraiment que ça change, là, tu sais. Les violences sexuelles font beaucoup trop partie de notre vie. Vous en savez quelque chose, malheureusement. Ouais, malheureusement. Puis écoute, j'arrive avec la grande question, on dirait fatidique. Crois-tu que notre système de justice soit fait pour les victimes d'agressions sexuelles? Ben, tu sais, c'est une excellente question. Et j'aurais plusieurs réponses, en fait. Oui. Si tu m'avais posé la question il y a 3 ans, j'aurais fait non, définitivement pas. Là, les députés ont voté. Il y a les projets pilotes de tribunal spécialisé qui sont en cours. Je sais pas, est-ce qu'il y en a un en Mauricie? À la TUC. À la TUC, hein, c'est ça? Avez-vous eu des échos de ça? Moi, je suis curieuse de savoir. Encore. Encore? Nous, on a un Calax à Shawinigan. Je sais que tu connais un peu le coin, là. Oui. Fait que eux, peut-être, ont eu quelques échos, mais tu sais, je sais que c'est encore je pense que ça va encore prendre quelques mois avant qu'on ait des retours un petit peu plus concrets de comment ça se passe et tout ça, là. OK, parce que tu vois, ça, j'aimerais tellement ça avoir des échos pour pouvoir vous dire aujourd'hui, hey, le système de plus en plus est adapté, mais à ce jour, j'ai pas encore vu les suites de ça. Donc, moi, ce que je reçois comme commentaire, c'est que non, il l'est pas encore, tu sais, malheureusement. Tellement de fois, on voit c'est une victime qui croise son agresseur ou qui doit témoigner puis en présence de lui, ou comme, tu sais, il y a puis aussi, ce que j'expliquais aussi encore tout récemment, c'est que le tribunal spécialisé, c'est pas juste au moment du procès, c'est vraiment à partir du moment où on porte plainte, que les policiers soient formés pour recevoir ça, que tout le monde qui encadre tout le monde soit là. Donc, ça c'est vraiment essentiel. Donc, pour moi, que c'est un pas en avant qu'on ait des projets pilotes dans certaines régions, mais moi, mon souhait, c'est que ce soit partout et maintenant, là. C'est un besoin urgent. Donc, oui, c'est mieux que rien, c'est sûr. C'est sûr que le ministre de la Justice, il était à la première de la parfaite victime, puis on l'a vu, le ministre Jolin Barrette, très, très sensible, très ébranlé par ce qu'il venait de voir, puis moi, ça m'a beaucoup touché qu'ils viennent vers nous pour voir, mais qu'est-ce qu'ils vivent les victimes concrètement, qu'est-ce qui se passe, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, puis tout le soutien de Véronique Yvon aussi, c'était exceptionnel, là. Donc ça fait qu'il y a eu un pas en avant, mais est-ce que ça se répercute dans les salles de cours? Je sais pas si c'est encore rendu là. Donc
À suivre. À suivre. Puis ben moi, ce que je peux dire en fait, c'est ça, c'est que non, effectivement, ici, mettons, nous, on est à Trois-Rivières, là, c'est pas quelque chose qui est arrivé. Par contre, on travaille très fort avec notre partenariat, justement, avec les CAVAC, puis avec les enquêteurs dans notre région. Tu sais, à chaque année, on essaie vraiment de faire des rencontres avec eux, on s'assoit, on nomme des choses qu'on a entendues, que on est comme, tu sais, on dirait que c'est comme un peu sur la limite, ça. On peut savoir pourquoi vous posez ce genre de questions-là, tu sais, fait qu'ils sont vraiment très sensibles, sont vraiment très ouverts, ils prennent vraiment le temps, ils nous donnent tout le temps une demi-journée, là, surtout nos enquêteurs, là, ici en région, ils s'assoient avec nous, ils vont nous expliquer leur fonctionnement, on va faire la même chose avec eux. Fait que, tu sais, on essaie vraiment, là, de garder, en fait, là, cet échange-là, parce que, justement, c'est très enrichissant, parce que, tu sais, des fois, nous, on a beaucoup la cause à cœur, fait que des fois, on comprend pas certaines choses. Fait que, tu sais, des fois aussi, d'avoir le point de vue de l'autre côté, ça nous permet aussi de préparer vraiment mieux nos femmes, là, justement, quand on va aller les rencontrer, quand on va directement aller avec eux, là, dans le fond, au poste de police, tu sais. Fait que, tu sais, nous, en tout cas, je sais pas les autres Calax, mais nous, en tout cas, je pense que dans notre région, on est capable de dire là, qu'on travaille très fort, là, justement, pour que ça se passe le mieux possible. À la cour, ça, par contre, je pense que on est encore justement dans les formations, de ce que j'ai entendu dernier cours. Tu sais, j'ai pas de confirmation, j'ai pas, mais de ce que j'ai entendu, c'est ça, c'est que les gens s'en allaient vers les formations, dans le fond, vraiment là, les acteurs là, impliqués auprès des victimes. Là, je pense qu'on était rendu là dernièrement. Ben, ce que j'ai envie de dire aussi, je trouve ça super intéressant que vous ayez des échanges avec les policiers, avec les enquêteurs, parce que mais comme on le voit dans le film, ceux qui n'ont pas vu le film, j'ai envie de parler de ça parce que ça parle tellement. Le juge dans l'Ouest canadien qui avait dit à une victime d'agression sexuelle, mais pourquoi t'as pas juste fermé les genoux? Pourquoi t'as pas juste comme collé tes genoux ensemble, tu sais? Elle s'était fait comme agresser dans une salle de bain, puis moi, je me souviens de m'être indignée quand j'avais entendu ça, mais dans le film, on voit que cet homme-là, à cause de ses billets, lui, il avait aucune idée de ce qu'il disait de pas correct. Lui, il essayait de s'imaginer la scène, puis il se disait juste, ben, elle aurait pu faire ça. Et après ça, il a tellement été... les gens lui ont tellement tiré dessus dans les médias de tout bord, de tout côté, qu'il a pris une pause et il a consulté quelqu'un, puis il a fait un virage à 180 degrés, puis il s'est vraiment rendu compte de ses billets, de sa façon de penser, puis de ce qui fonctionnait pas, puis de ce qu'on peut pas dire à quelqu'un qui a été victime d'agression sexuelle. Puis c'est fascinant de voir le parcours de cet homme-là, puis c'est fascinant aussi de l'entendre dire, ben tous les juges devraient avoir un minimum d'information parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'une personne victime a pu vivre. Fait que je trouve que c'est un moment qui est très, très fort dans le film, où lui n'avait même pas conscience à quel point ce qu'il disait pouvait être revictimisant pour la victime. Je sais pas si on peut dire à quel point ça revictimise la victime. Mais je trouvais ça vraiment fort, puis c'est très évocateur. Ça montre à quel point de crimes sont pas formés pour ça, les juges actuellement. Certains sont compétents puis sont sensibles, mais la majorité sont pas formés pour faire face à cette réalité-là. Non, effectivement. Puis je pense que de juste que les gens justement dans ces grands bureaux-là prennent conscience d'eux, puis justement remédier à la situation, je pense que ça donne espoir là pour les femmes qui vont désirer porter plainte ou tu sais, je pense qu'on s'en va vers quelque chose de beau. On a hâte d'arriver justement que ces choses-là soient mises en place, qu'on peut se dire que nos tribunaux spécialisés sont là, puis ça fonctionne, puis qu'on voit vraiment la différence. Mais je garde espoir là que effectivement on s'en va vers ça là, très prochainement. Écoute, on t'en a parlé un petit peu au niveau de toi, ton parcours. Je pense que les gens dans le film, en fait, c'est très très bien en fait expliqué. On le voit très bien là, justement dans les étapes en fait dans lesquelles tu passes là, durant ton parcours à toi au niveau du système de justice. Tu disais, v'là 3 ans, j'aurais dit quelque chose aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous parler de peut-être aujourd'hui? Comment tu te sens par rapport, où est-ce qu'on s'en va par rapport à ton parcours? Ben, mon parcours à moi, tu veux dire, moi, dans le système de justice? Parce que oui. moi, j'ai pas reporté plainte, là, tu sais, moi, ça s'était pas rendu en procès, parce que je m'étais fait dire qu'il y avait des bonnes chances qu'on perde, comme malheureusement plein de personnes se font dire. Fait que,
sais, moi, c'est vraiment derrière moi. J'ai pas envie, de toute façon, j'avais pas envie de retourner là quand récemment ils ont dit on va revoir les cas, ceux qui veulent redéposer. Oui. Moi, j'avais pas envie. Pour moi, c'est pas. Pour moi, j'ai l'impression que je peux faire œuvre utile en agissant d'une façon beaucoup plus grande que ça, en essayant de régler les problèmes à la source plus que moi, de toute façon, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai un ami qui vient de le faire, ça a duré 8 ans, son processus, parce que la personne est allée en appel, parce que là, la personne se présente pas ou il reporte à cause de certaines raisons. Puis là, en plus, les délais dans notre système de justice ont pas de bon sens. Ça s'ajoute à tout le reste. Donc, moi, j'ai pas ni l'envie ni la force, je pense, de passer plein d'années à vivre quelque chose qui va être possiblement éprouvant puis qui donnera pas le résultat escompté. Je vois pas pourquoi je me ferais ça. Puis j'ai envie plus de, tu sais, comme de prendre du temps avec vous aujourd'hui pour parler de ça, pour partager mon expérience, pour essayer d'aider les autres, pour essayer de tendre la main à ceux qui disent comment je peux m'en sortir. Pour moi, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus important d'essayer de reporter plainte puis j'ai pas envie de ça. Ben, vu que tu dis que ça a été coupé le bout Oui, au c'est ce vers-là montage, que je voulais aller. tu parles de processus de guérison. Est-ce que tu seras à l'aise un peu sans parler des événements que tu as vécus, mais de parler un peu avec du recul, puis je sais que c'est un processus qui peut durer toute la vie, tu sais, puis qui va par vagues des fois. Ouais. Mais si tu regardes aujourd'hui le chemin que tu as parcouru, qu'est-ce que tu dirais en lien avec ce processus-là de guérison que tu as entamé, puis que certaines femmes peut-être désirent voir le bout, là, mais que présentement ont de la difficulté à avoir une possible guérison? Ben, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut être super indulgent envers nous-mêmes, là, tu sais. Moi, j'aime ça faire les choses dans la vie, j'aime ça être efficace, j'aime ça accomplir des choses, j'aime ça réaliser des choses concrètement, puis voir les choses se réaliser. Mais là, quand on parle de prendre soin de soi, on peut pas être dans une efficacité puis dans des objectifs. On peut être dans des petits objectifs de aujourd'hui, je m'en demande pas trop, tu sais, mais se mettre des deadlines pour aller mieux, ça fonctionne pas. Faut être vraiment se trouver de la compassion envers nous-mêmes. Je pense que c'est le premier travail, tu sais. Puis c'est dur parce que souvent quand on a de la colère puis de la peine, on n'a pas envie de compassion même envers nous-mêmes. On est juste fâché que ça nous arrive. Moi aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça m'est arrivé de tellement souffrir. Moi, j'ai pas eu de pensée suicidaire, puis je sais que c'est quelque chose que plusieurs personnes victimes vivent. Moi, j'en ai pas eu, mais je me souviens de m'être dit comme je sais pas comment je vais faire pour passer à travers ça tellement c'est douloureux. Puis je sais que on est de nombreuses personnes à se dire ça, puis j'ai envie de dire oui, tu sais, on passe à travers, c'est difficile, mais ça vaut la peine, mais puis ça se peut, j'ai juste envie de dire ça, ça se peut, puis c'est normal d'un jour de se dire, je sais plus là comment je vais m'en sortir. Et je pense que juste le fait de nommer ça puis de l'accepter, moi en ce moment je ne sais plus comment je vais y arriver, juste de dire ça des fois ça fait comme bon, ok, mais là je peux plus aller plus loin, tu sais. On dirait que ça descendra pas plus bas, je peux juste remonter. C'est comme, moi, c'est ce que j'essayais c'est ce que je vois maintenant avec le recul, mais une des premières choses que j'ai envie de dire, c'est de se trouver quelqu'un à qui parler. Moi, ce qui était fascinant, c'est que quand j'ai commencé ma démarche, parce que moi, c'est comme des souvenirs qui ont commencé à repopper, là. Tu sais, j'avais complètement oublié les événements qui étaient arrivés quand j'étais enfant. Je me suis confiée à une amie en disant, écoute, j'ai été agressée quand j'étais enfant, puis je suis en train de dealer avec ça en ce moment, puis c'est vraiment difficile. Puis elle m'avait dit, mon Dieu, t'es la deuxième amie proche qui me dit ça cette semaine. Elle dit, je sais pas quoi faire, est-ce que je peux vous mettre en contact, les deux amis qui m'avaient dit ça, parce que je vois juste ça comme possibilité. Puis effectivement, les deux, on a pris contact, puis ça nous a tellement aidés. Je veux dire, je pense que c'est une des choses qui m'a aidé le plus. D'avoir quelqu'un qui passe à travers la même chose, puis pas par les mêmes chemins, on faisait pas le même genre de thérapie avec le même genre de psy, mais juste de pouvoir dire à quelqu'un ce que je vivais sans sentir de jugement ou de gêne ou parce que quelqu'un qui a pas vécu ça peut être pas savoir quoi faire, puis aussi pas savoir comment recevoir ça. Là, il y avait comme pas de tabou, on était comme on était game de se parler de tout. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment précieux.
Tu sais, des fois, il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de faire des groupes de discussion. Je sais que les groupes, ça peut vraiment aider. Si les personnes se sentent pas à l'aise, mais de trouver une personne. Moi aussi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais allée sur un site Internet qui parlait de ça. Il y avait comme un forum, puis j'avais écrit en privé à une fille qui habite en France, puis je veux dire, ça, depuis 15 ans, à ce jour, on communique encore ensemble, tu sais. Fait que ça, des fois, c'est moins confrontant. C'est pas quelqu'un de l'entourage, c'est pas quelqu'un qu'on croise. Fait que ça, je trouve que en tout cas, moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé de pouvoir avoir quelqu'un qui vit la même chose ou qui vit quelque chose de semblable ou qui a déjà vécu ça. C'était vraiment, c'était d'une grande aide. Puis aussi, mais tu sais, moi, je travaille en ce moment à écrire un livre qui parlerait justement de solutions, de qu'est-ce qu'on fait avec ça, là. Après qu'on sait qu'on a ça dans nous puis qu'on veut aller mieux, tu sais. Il n'y a pas de solution miracle, mais comme qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que je travaille là-dessus, mais une chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut vraiment se réapproprier son corps. Tu sais, une agression sexuelle, c'est vécu par le corps aussi, c'est pas juste par l'esprit puis la tête, c'est vraiment important. Fait que, tu sais, que ce soit de faire du sport ou de la danse ou juste comme redescendre dans notre corps, parce que souvent, on met ça de côté, mais tu sais, quand on subit un traumatisme crânien, ben les docteurs vont examiner le cerveau, ils vont en prendre soin, il va avoir des suivis. Puis là, quand on vit une agression sexuelle, ben comme des fois, quand on va vivre une grossesse, là, on va avoir un suivi, puis on va peut-être nous parler, as-tu déjà vécu ça? Ou comme moi, j'ai eu des suivis avec les sages-femmes, puis les sages-femmes sont très, très sensibles à cette réalité-là, contrairement peut-être aux médecins, mais là, ils vont parler, as-tu déjà vécu une agression? C'est important de s'en parler, parce que ça peut faire revivre des trucs, de vivre un accouchement, mais comme... Fait que vraiment, de parler du corps, je trouve ça super important. Je trouve qu'on n'en parle pas assez quand on parle de l'importance de consulter, de faire un suivi, des thérapies, mais OK, mais c'est quand même le corps qui a subi ce choc-là. Puis ça, je trouve ça super important d'en parler, c'est à ne pas négliger quand même. Super intéressant pour vrai. J'espère que les gens qui ont vécu ou même ceux qui n'ont pas vécu vont comprendre justement que ben c'est le rythme en fait de chaque personne aussi qui est différent aussi là, dans tout ce processus de guérison là. Puis moi je le dis tout le temps à mes femmes, tu sais, c'est plate là, on dirait ce que je vais te dire là, mais le temps, tu sais, donne-toi du temps. Puis il y a des journées que tu vas avoir l'impression que ça va aller plus vite, il y a des journées que ça va aller moins vite, mais tu remontes, puis c'est ça qui est important, de te respecter dans ça, de vraiment reprendre le contrôle là, sur toi, sur ton corps, le pouvoir vraiment là, dans ta vie. Puis des fois, ils sont comme ben je le sais, mais maudit, j'aimerais ça que des fois ça allait un peu plus vite. Puis là, je suis comme mais je comprends, tu sais, mais tu sais, des fois je suis comme on va y aller un jour à la fois. Puis tu sais, j'ai vraiment aimé quand t'as nommé qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, tu sais, la plus petite chose en fait que je peux faire aujourd'hui pour juste mieux me sentir, tu sais, tout simplement, tu sais. Ouais. Souvent les gens, des fois ils me disent ouais, mais là ça fait 6 mois que je suis en arrêt, on dirait que je tombe en arrêt hier. Ouais, mais il y a pas de délai. Tu sais, souvent c'est ça qu'on oublie. Il est marqué où? Il est marqué dans quel livre que ça prend après 3 mois, faut y atteindre telle chose, après 6 mois telle chose. Il est écrit nulle part, puis on est tous différents. Tu sais, ça, je pense que c'est important là, de le nommer qu'on va avancer différemment aussi là dans tout ce processus-là. Fait que j'espère que les gens vont adhérer à ce que tu as nommé en fait là un peu plus tôt. Puis j'avais une dernière petite question là par rapport à ton parcours au niveau de porter plainte et tout. Mais en fait, ce serait juste de qu'est-ce que tu dirais justement à une femme qui se confierait à toi, qui a ce désir-là en fait de porter plainte? Ben je lui dirais de parler avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Puis même idéalement avec plusieurs personnes, vraiment pour voir à quoi s'attendre. Puis je dirais plusieurs personnes parce que chaque expérience veut pas dire qu'on va vivre la même chose. Là. Fait que vraiment d'explorer, de voir ça ressemble à quoi, puis voir si elle se sent capable de passer à travers ça. Mais c'est vraiment ce que je donnerais comme choix. Puis vraiment, c'est ça, de poser des questions sur c'est quoi le déroulement, c'est quoi les étapes, c'est quoi qui m'attend, comment ça se passe si je m'embarque là-dedans, qu'est-ce qui peut arriver de mieux, qu'est-ce qui peut arriver de pire, à quoi je peux être confrontée, les questions, surtout des avocats de la défense. Ouais. Ça, je pense que même s'il y a des projets pilotes de tribunaux spécialisés, ça revient encore trop souvent, les comportements pour diminuer la victime, puis pour
la dévaloriser, puis faire en sorte que invalider son discours, puis ça devrait pas exister. Fait que de savoir, d'être conscient que c'est ça, que ça en fait partie aussi. Mais vraiment, la première chose, c'est de parler avec quelqu'un qui a déjà fait ça. Tu sais, tu dis par rapport aux avocats de la défense, tout ça, je pense dans le film, c'est assez bien illustré, puis je sais qu'il y a eu quand même pas mal de critiques là après la sortie du film, mais honnêtement, tu sais, pour nous, être allés le voir, c'est pas que des mythes là. Tu sais, oui, des fois, des documentaires, ça peut sembler, tu sais, veux pas, faut quand même que ça choque puis que ce soit, tu sais, il y a souvent une dimension sensationnaliste à un documentaire, mais ça reste que pour être des intervenantes qui travaillent là-dedans, on est à Trois-Rivières, on fait pas ça pour du sensationnalisme, puis on voyait, je veux dire, la majorité de ce qui est représenté là-dedans représente la vérité des victimes avec qui on travaille chaque jour, là. Fait que c'est pas du montage nécessairement ou quoi que ce soit, là. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le film, puis sur entre autres Maître Archambault qui a été radié, tu sais, mais il a été radié, oui, mais cette pratique-là, elle existe encore. Malheureusement, c'est des façons de faire qui ont toujours existé, puis tu sais, ils font encore ça. Fait que ouais, c'est important de le soulever. Ouais. Mais c'est vrai, je voulais juste oui, Camille. Ouais. Je voulais vraiment dire la même chose, tu sais, que on a beau les préparer, on a beau, tu sais, puis tout faire notre gros possible, mais je pense que ça l'a juste comme donné, je vais dire comme, malheureusement, on va dire ça comme ça, tu sais, ça l'a juste prouvé qu'est-ce qu'on dit justement dans nos bureaux, tu sais, que ça existe encore, puis qu'on a encore du chemin à faire, là, justement, pour les victimes, en fait, qui rentrent là, dans ce système-là. Mais tu sais, il existe aussi des très bons juges puis des très bons avocats, puis tu sais, c'est le fun aussi quand on entend des histoires de j'ai fait un balado récemment avec Kéliane, une femme qui est venue dans nos services puis qui parle de son histoire, puis elle le dit dans le balado, mais que elle justement, le juge a dit à son agresseur, tu sais, toi, si je te revois dans ma cour, la conséquence sera pas plus clémente, là. Tu sais, fait que ça existe aussi des juges qui prennent les situations au sérieux, fait que, mais c'est ça, ça reste que pas tout est parfait. Lily, une des raisons pourquoi on voulait te recevoir, c'était pour aussi te parler de ton implication dans la Fondation Marie-Vincent. Puis parce que justement, tu es très conscientisée en lien avec la cause des agressions sexuelles envers les enfants. Premièrement, c'est quoi la Fondation pour des gens, mettons, qui en entendraient pas parler? Donc, la Fondation, ils agissent sous plusieurs volets, mais entre autres, dans le volet intervention, ce qui se passe, c'est que si, par exemple, un enfant porte plainte, veut porter plainte, tu sais, il fait un dévoilement, puis il dit « j'ai été victime d'agression sexuelle », au lieu de passer à travers le même processus qu'un adulte, donc aller au poste de police, raconter son histoire, aller à l'hôpital, raconter son histoire, aller voir, puis raconter, puis à chaque fois, on sait que c'est très, très douloureux. Mais là, ils rassemblent les services. Donc, l'enfant va aller à la Fondation Marie-Vincent et les services vont venir à lui. Donc, les policiers vont se déplacer, tout le monde, au lieu que l'enfant ait à répéter son histoire parce qu'on sait que c'est très difficile et complexe, ben, il va recevoir ça, puis dans un cadre sécuritaire, pas dans un poste de police, dans un cadre où il y a des jeux, il y a des locaux adaptés pour les enfants, où il va se sentir en sécurité. Donc, c'est vraiment, ça, c'est au niveau de l'intervention, puis eux, ils assurent un suivi avec la famille de l'enfant qui était victime, avec l'enfant. Donc, vraiment, ils encadrent la famille là, de A à Z là, pendant tout le processus, puis même après le procès, ou s'il n'y a pas de procès, ils s'assurent que la personne va bien. Donc, l'enfant et sa famille, puis qui est en sécurité. Donc, c'est vraiment super. D'ailleurs, quand on militait pour le tribunal spécialisé, c'est une des choses qu'on demandait, qu'au lieu que l'adulte ait à répéter son histoire à chaque fois, que les services viennent à elle, au lieu que la personne se présente à plusieurs guichets, mais que ce soit un guichet unique où la personne peut vraiment être encadrée puis prise en charge. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Puis maintenant, au niveau de la prévention, ben ils font... c'est intéressant, si les gens nous écoutent puis qui ont envie d'aller sur leur site web, il y a tout un volet prévention, il y a des outils pour les parents, autant pour les tout petits que pour les ados, comme quoi faire si je veux aider mon ado à éviter les contacts en ligne avec du monde louche, tu sais, parce que souvent les adolescents ils se rendent pas compte des dangers, là, tu sais, ils vont penser qu'ils parlent à quelqu'un qui est une fille, finalement c'est un monsieur qui envoie une photo non désirée. Fait que tout ce genre d'affaires-là, comment on deal avec ça, comment on peut faire de la prévention puis de la sensibilisation.
Puis, ils ont créé un programme qui s'appelle le programme Lanterne pour commencer l'éducation à la sexualité dans les garderies. Fait qu'il y a des parents qui peuvent dire, mon Dieu, c'est trop tôt, mais non, tu sais, malheureusement, on le sait que c'est pas trop tôt, là, tu sais, sachant que, tu sais, l'âge moyen d'une première agression peut être de 6 ans, puis que c'est un âge moyen, mais on sait que ça peut, tu sais, commencer bien avant, malheureusement. Fait qu'ils se sont rendus compte qu'en faisant de l'éducation dans les garderies, en apprenant aux enfants à nommer les parties du corps, pénis, tu sais, pas des noms bizarres, ben, quand ils apprenaient ça aux enfants, il y avait de plus en plus de dévoilement. Donc, les enfants étaient capables de dire, ben moi, il m'est arrivé ça, il y a quelqu'un qui m'a touché le pénis, par exemple, au lieu de pas être capable de nommer puis que ce soit des concepts flous. Fait que pas juste au niveau des agressions, évidemment, il y a plein d'autres aspects bénéfiques à ce genre de prévention-là, mais ils se sont rendus compte que c'était plus facile pour les enfants de s'exprimer lorsqu'ils vivaient des situations problématiques. Puis, tout récemment, en collaboration avec eux, on a fait un balado qui est en ligne, en fait, depuis 2 semaines sur Audio, la plateforme de Radio-Canada. Oui, ça s'appelle Mon guide sexu, puis il y a une version pour les 6-9 ans, puis une version pour les 10-12 ans. Puis moi, je me suis vraiment basée sur les principes du programme Lanterne qui est dans les garderies pour écrire des épisodes pour les 6-9 puis les 10-12. Donc, dans le fond, un épisode type, c'est mettons qu'on traite d'anatomie. Ben, l'épisode pour les 6-9, il y a une petite fille qui va se demander, comme, ma sœur, es-tu ado, là? À quel âge les 5 pouces? C'est quoi ça? C'est quoi la puberté? Ce genre de questions-là. Fait on a une petite histoire avec des voix d'enfants, puis c'est entrecoupé de segments où moi, j'anime, puis je parle à des intervenantes de Marie-Vincent, de tel jeune, puis je pose comme toutes les questions qu'un enfant se poserait en écoutant cet épisode-là. Fait que c'est des petits épisodes d'environ 8 minutes, puis le but, c'était vraiment que les parents qui sont moins à l'aise de parler de sexualité puissent écouter ça avec leurs enfants pour faire leur éducation, mais aussi les profs, tu sais, ça repose beaucoup sur les profs de faire l'éducation au primaire, puis les pauvres profs, moi, je les trouve déjà très surchargés, là, fait puis ils sont pas toujours à l'aise, ils ont pas une formation là-dedans, fait que de pouvoir utiliser cet outil-là, ben, on trouvait ça vraiment, moi, je trouvais ça super le fun de créer quelque chose dont ils peuvent se servir. Fait que c'est ça, on l'a bâti entre autres avec beaucoup d'intervenantes de Marie-Vincent qui sont super, là, on peut les entendre dans quelques épisodes, sont vraiment formidables. C'est vraiment bon à savoir, on va pouvoir en parler. Puis justement, moi j'ai un neveu là que j'ai acheté tous les livres d'Élise Gravel. Là, fait que quand il va tomber à 6 ans, là, c'est sûr que je vais faire écouter. Tu sais, moi je suis la tante que je veux tout le consentement, tout ça fasse partie de son éducation. Là, puis c'est un petit gars, fait que on le sait à quel point c'est important justement l'éducation sexuelle. Puis comme tu dis, je veux dire dans tous les travaux de recherche ou les recherches terrain qui sont faites sur le sujet, ce qui ressort tout le temps en lien avec les agressions sexuelles, c'est justement le manque d'éducation sexuelle à l'enfance. Puis, on a un épisode, entre autres, qui parle de pornographie, puis tu sais, on n'en parle pas de façon explicite, on fait juste dire dans un épisode des 10-12 ans, il y a un petit gars qui, à sa pratique de hockey, il y a des gars qui regardent des vidéos, puis là, lui, il comprend même pas c'est quoi parce qu'il n'a jamais eu accès à ça. Fait que là, en revenant, il en parle dans l'auto à son père, puis il dit c'est quoi ça? Puis là, son père, il disait sache que dans la vie, la sexualité, c'est pas comme ça quand deux personnes font l'amour. Fait on trouve vraiment ça important parce que combien de jeunes vont avoir un premier contact avec la sexualité, ça va être la pornographie. Puis la pornographie d'aujourd'hui, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a beaucoup de scénarios de viol, beaucoup de scénarios de plusieurs hommes qui font mal à une femme. Fait qu'on veut pas que ce soit ça. Puis malheureusement, si les gars voient ça, ils pensent qu'ils doivent reproduire ça. Ça fonctionne pas. Là. Fait que oui, on veut vraiment... le but, c'est d'offrir une éducation puis des réponses à toutes les questions sans juger, mais de faire comme ça se passe pas comme ça dans la réalité. Là. Non, honnêtement, je trouve tellement que c'est un beau projet, puis ben juste Marie-Vincent en général, mais surtout, tu sais, aujourd'hui, l'accessibilité est tellement immense pour les jeunes, puis une fausse croyance de penser que de parler de sexualité avec les enfants, les jeunes enfants, ça va faire qu'ils vont avoir des relations sexuelles plus tôt ou quoi que ce soit, là, tu sais, mais souvent, les gens sont outrés que les enfants se fassent parler de... Mais en tout cas, moi, c'est sûr que je suis d'accord avec votre mission, là. Justement, toi, ça comporte en quoi ton rôle? Je suis comme ambassadrice, en fait, tu sais, moi, dès que je peux les aider, ou comme ils ont fait une campagne de sensibilisation l'année passée à la télé, où on était plusieurs visages à parler des statistiques pour que les gens, pour les faire connaître, fait, ou comme ce que je fais avec vous aujourd'hui, tu sais, parler un peu de ce qu'ils font, fait que il y a des gens pour qui, il y a des gens qui savent même pas que ça existe, Marie-Vincent, fait que c'est vraiment... moi, dès que j'ai la chance d'en parler, ben j'en parle. Puis c'est moi, ce qui est important aussi, c'est que
c'est exactement le genre de choses que moi, j'aurais aimé avoir comme encadrement, tu sais, étant petite, puis je me rends compte que c'est ce qu'on doit offrir à tous les enfants victimes d'agression. Puis en ce moment, il y a 2 centres, Marie-Vincent, il y en a ouvert un en Montérégie, mais mon souhait, ce serait qu'il y en ait partout. Fait que j'en parle aussi, tu sais, je parle pas d'argent, mais comme si les gens ont envie de faire des dons, des fois, à des causes, ben Marie-Vincent, ça fonctionne. Puis je sais qu'on critique des fois les campagnes de financement sur Facebook, mais moi, à ma fête, à chaque année, je le fais, puis ça s'en va. Ils le reçoivent, ils me disent « Ah, merci Lily, tu l'as fait encore. » Fait que ça se rend, là, tu sais, pour ceux qui sont très créatifs de faire ça. Fait que j'en parle aussi pour ça, parce que je trouve important que autant le gouvernement que les entreprises privées qui ont envie de s'investir ou même les citoyens qui ont envie de faire des petits dons, parce que plus ils ouvrent de centres, plus on aide d'enfants ultimement. Est-ce que tu sais si, exemple, des gens de d'autres régions peuvent avoir accès aux services? À Montréal, exemple? C'est une bonne question. Je sais qu'il y a des listes d'attente chez Marie-Vincent. Oui, probablement. Là. Fait que je suis pas certaine, vu que c'est relié avec les plaintes qui sont faites à la police. Fait que malheureusement, j'ai l'impression qu'ils se concentrent sur la région. Donc, ça serait tellement super là, qu'il y en ait, tu sais, mettons, dans 10 ans, qu'on en voit plusieurs à travers le Québec. Là. Oui, moi, je suis d'accord. Ouais, un peu comme les Calax. Oui, parce que comme tu dis, là, tu sais, il y a les ressources espaces qui font de l'éducation, de la prévention, mais ça reste que je crois que, tu sais, en termes vraiment d'aide individuelle pour des enfants, tu sais, quand on parle, exemple, de pédopsychiatrie, ben ça aussi, il y a de l'attente. Fait que, tu sais, d'avoir des ressources exprès pour les violences sexuelles enfants, ça serait vraiment c'est super important. Puis Marie-Vincent aussi, ce qu'ils se sont rendus compte qui fonctionnait, c'est des groupes. Fait que pour réduire les listes d'attente, ou en tout cas pour être plus efficace, faudrait que je leur parle du comment ça fonctionne concrètement, mais je sais qu'ils ont créé des groupes, entre autres pour les ados qui ont été victimes, ben pas sur le champ quand ils interviennent, mais comme après, dans la phase de l'agression, ils se sont rendus compte que ça aidait de créer des groupes de discussion. Fait que ce serait vraiment important qu'il y en ait partout dans la province. Ouais, vraiment. Ben, tu sais, moi, je voulais juste rajouter que, tu sais, nous, au Calax, on a un service d'aide aux proches. Fait que, tu sais, on va recevoir justement les parents qui ont eu un enfant victime d'agression sexuelle. Mais encore là, tu sais, je trouve que c'est ça, Marie-Vincent, c'est comme le top one, on va dire ça, parce que ils ont vraiment la spécialisation au niveau de l'enfant, au niveau de, tu sais, fait que, tu sais, nous, on fait les formations de Marie-Vincent ici pour justement, si jamais on reçoit des parents que c'est un enfant, en fait, qui a dévoilé, tu sais, on essaie de faire de l'accompagnement et tout, mais ça serait vraiment, là, wow, là, en fait, là, que c'est, justement, comme les Calax, il y en a un quasiment par région, là, fait que Marie-Vincent explose dans leur service. Puis c'est beau aider les proches, mais on aimerait ça que les enfants aussi puissent être rencontrés rapidement. Puis tu sais, des fois, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement de symptômes super démonstratifs, ce qui fait que j'ai l'impression peut-être qu'ils seront pas toujours pris en urgence, mais tu sais, des fois, c'est quand même important peut-être de rattraper certaines choses rapidement quand il y a eu dévoilement, tu sais. Fait que, ouais. Je t'ai vu à un balado justement avec Jay. Oui. Puis tu disais que tu étais la pro des statistiques. Oui. Fait que j'aurais aimé ça si tu as quelques statistiques justement là en lien avec les violences sexuelles envers les enfants pour les gens qui sont pas au courant peut-être de l'ampleur de la problématique. Ouais, moi j'aime ça les répéter, pas parce que j'aime ça puis ça me réjouit, mais parce qu'il faut absolument à chaque fois que j'en parle, que ce soit à la télé, dans un balado, à des amis, tout le monde est mon Dieu, j'en reviens pas. Fait que pour moi c'est important, pas pour choquer le monde, mais pour que tout le monde soit conscient qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, chez les enfants, c'est 1 fille sur 5 et 1 gars sur 10 qui va être victime avant l'âge de 18 ans, mais l'âge moyen est de 6 ans. Donc, généralement, là, c'est entre l'âge de 2 ans et 12 ans que les agressions se produisent. C'est ce qu'ils ont remarqué chez Marie-Vincent. Mais les stats qui sont les plus importantes, tant qu'à moi, c'est que dans 98% des cas, l'agresseur est connu de la victime quand c'est un enfant. Et ça, c'est important parce que il faut vraiment défaire le mythe du monsieur dans la ruelle avec des bonbons. Pas que ça peut pas arriver, oui, ça peut arriver, mais c'est vraiment... c'est plate parce que comme parent, on se dit, ben là, je veux pas être complètement paranoïaque, mais faut accepter que ça se peut quelqu'un dans notre entourage proche, ça se peut que ce soit quelqu'un de notre propre famille, ça se peut que ce soit un coach de sport, ça se peut... je sais pas si vous suivez le compte La Voix des jeunes comptes là, sur Instagram, c'est comme vous irez voir ça, c'est super... c'est les jeunes qui militent pour avoir des lois qui encadrent les agressions dans les écoles primaires et secondaires, c'est terrible. Je veux dire, là, c'est comme depuis un mois, on a vu plusieurs sortir aux nouvelles, mais c'est
il y a tellement de cas, puis il y a beaucoup de jeunes qui disent, ben, je suis allée en parler à la direction, on m'a pas cru, ou je suis allée, faut que ce soit mieux encadré. Donc, bref, je reviens à ma statistique dans 98% des cas, l'agresseur est connu, l'âge moyen est de 6 ans. Donc, dans 45% des cas, c'est dans la famille immédiate, donc papa, maman, frère, sœur. Dans 21 des cas, c'est famille élargie. Dans 32% des cas, c'est un coach, un gardien, une gardienne, un prof. Donc, c'est vraiment, faut comme en tant que parent être vigilant, ouvrir les yeux, puis comme toujours se fier, je pense, à notre petite voix si on fait je sens pas cette affaire-là, ben s'écouter parce que malheureusement ça arrive, puis c'est ça, je trouve que cette statistique-là est vraiment importante. Faut arrêter de dire s'il y a un monsieur dans la rue qui t'offre des bonbons, c'est pas juste ça, c'est s'il y a quelqu'un que t'aimes qui te demande quelque chose puis t'es pas à l'aise, t'as le droit de dire non. Tu sais, faut qu'on soit là dans la prévention, puis là, je plug mon balado, mais c'est parce que je suis vraiment fière qu'on parle de ça. Dans la portion des 6-9 ans, il y a un épisode où on parle d'agression, mais c'est pas violent, évidemment, parce que on veut pas choquer les tout-petits, mais c'est une petite fille qu'à Noël, elle raconte à sa mère que son cousin, il a demandé, son cousin plus vieux, comme, mettons, un ado de 17-18 ans, il a demandé d'enlever ses vêtements, mais il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé dans la pièce avant qu'elle le fasse. Mais elle se demande, est-ce qu'il avait le droit de me demander ça? Je me suis comme pas sentie bien. Puis là, on en profite, nous, pour dire, ben non, il n'y avait pas le droit, même si c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup, que tu connais, il n'y a pas le droit de te demander ça. Puis qu'est-ce que tu peux faire quand quelqu'un te demande quelque chose, quand c'est quelqu'un que t'aimes? Fait qu'on essaie vraiment de rentrer là-dedans, puis pas... Je veux dire, on peut bien servir des cours d'autodéfense aux enfants en se disant si tu croises quelqu'un dans la rue, mais la réalité, c'est que dans 98% des cas, c'est quelqu'un qu'ils connaissent. Donc, faut leur apprendre. C'est dur comme parent parce que c'est comme d'admettre que ça se peut que tu sois en danger dans ton cercle rapproché, mais faut le faire parce que c'est là-dedans que ça arrive, malheureusement, les agressions. Fait que c'est ça mes stats, malheureusement. Puis, tu sais, dans le fond, comme ton histoire, t'es pas la seule, ça arrive fréquemment que c'est des flashs ou des souvenirs qui remontent à la surface suite à des éléments déclencheurs, par exemple, ou des choses comme ça. Mais même quelqu'un, exemple, qui va traîner ces souvenirs-là dès l'enfance. Tu sais, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'inceste puis les victimes à l'enfance, puis tu sais, les chiffres par rapport aux années avant le dévoilement sont énormes, là, tu sais, dans le sens où on parle de 10 à 20, 25 ans avant de dévoiler quand c'est des agressions sexuelles à l'enfance. Mettons, selon toi, ça pourrait être quoi des enjeux ou des facteurs qui feraient que les enfants peut-être seraient plus à l'aise, auraient moins cette pensée-là, qui seront pas crues, ou que ça va briser la famille, qu'ils vont être remis en question. Tu sais, je sais que ça vient, je crois, beaucoup de l'encadrement des parents, de déjà installer ce contexte-là en disant s'il arrive telle chose, tu sais, tu peux venir m'en parler, de l'amener avant que ça arrive. Mais sinon, exemple, pour les gens qui côtoient des enfants, que ce soit personnel scolaire ou comment on peut mettre en confiance à recevoir des dévoilements ou à juste inciter les enfants à s'il y a quelque chose, mais oui, tu vas être cru, tu sais. C'est une super belle question parce que souvent, l'enfant, c'est ça, il va pas vouloir briser la famille, il va pas vouloir faire de vagues, il va pas vouloir... Fait que je pense que en tant que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui se posent ces questions-là souvent. Je pense qu'en tant que maman, c'est de dire... si quelqu'un te dit quelque chose en disant de pas me le dire, c'est un signe qu'il faut que tu t'en parles. Il y a personne qui a le droit de te demander un secret qui te rend inconfortable. Puis si tu te sens pas assez à l'aise de m'en parler à moi, ben parle-en à ta marraine, à ta... on essaie de trouver, de cibler les personnes avec qui notre enfant se sent le plus à l'aise, mais de lui dire qu'on va toujours le croire... Puis quand on s'adresse à un petit enfant, des fois, les enfants vont faire « Ben là, tu vas me croire, fait que vas-tu croire n'importe quel mensonge? » Fait que de préciser, si tu me dis que tu as gagné 100 000 $ puis que tu as travaillé aujourd'hui, je vais pas te croire. Si tu me parles de quelque chose qui vient de ton cœur, qui pèse lourd sur ton cœur, je vais toujours te croire. Donc, je pense que je vais t'écouter puis, j'aurais, en tout cas, d'essayer de protéger l'enfant, mais ouais, t'as raison parce que souvent, malheureusement, ils vont se dire, ben, ils me croiront pas, surtout quand c'est quelqu'un de la famille, ce qui arrive ou quelqu'un de connu, 98% des cas, Puis moi, c'est quelque chose que j'ai envie de dire, des fois, les gens font comme, je veux pas juger parce que je sais que comme parents, des fois, on est mal pris, mais
j'ai déjà vu sur des groupes de parents, « Hey, y a-tu quelqu'un qui pourrait garder mes enfants ce soir? » Ou comme quelqu'un connaît un gardien, ou quelqu'un pour conduire mes enfants à l'école. Puis je suis comme, quand c'est des références de gardienne, c'est super, mais comme de pas faire confiance à n'importe qui, tu sais. Malheureusement, ça arrive trop souvent, tu sais, des agressions, des violences sexuelles envers les enfants, puis les enfants sont tellement vulnérables que vraiment faire attention à qui est autour. Puis quand on a des doutes sur une personne, bien, on laisse pas notre enfant en présence de cette personne-là, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est tellement important. Puis honnêtement, je trouve que la cause de Marie-Vincent, faut tellement enlever le tabou à propos de tout ça parce que, tu sais, c'est frustrant de recevoir des femmes dans la soixantaine qui ont jamais pu parler de ça puis qui ont traîné ça toute leur vie, tu sais. Puis il y a plusieurs facteurs qui peuvent être un blocage au dévoilement, mais tu sais, si c'est parce que jamais personne n'y a tendu la main, ben là, ça, je trouve ça frustrant, tu sais, parce que cette femme-là a peut-être perdu des années d'épanouissement parce que lorsqu'elle était enfant, elle a pas eu la place de dévoiler, tu sais. Oui, puis excuse-moi, ça me fait penser à quelque chose que je dirais aussi aux enfants, puis on le dit dans le balado quand je m'entretiens avec l'intervenante, c'est que si la première personne à qui tu le dis ne te croit pas, tu vas en parler à une autre. Puis si l'autre te croit pas, tu vas en parler jusqu'à temps que quelqu'un te croit. C'est important. Ça, faut le dire, parce que malheureusement, ça arrive des familles, justement, quand tu parlais des femmes, des fois dans la soixantaine, 70 ans, ils disent, ben, j'en ai parlé autour de moi dans ma famille, personne me crut. Tu sais, moi, ça m'est arrivé de parler à des gens très, très proches de moi qui me croient pas ou qui rejettent cette information-là, puis tu fais, aïe, ok, si je peux pas en parler à ces personnes-là, ben, personne va me croire, tu sais. Fait que ça, c'est super important en faisant de la prévention de dire, si quelqu'un te croit pas ou t'écoute pas, tu vas voir la prochaine personne de confiance, la prochaine personne jusqu'à temps que quelqu'un t'écoute vraiment, tu sais. Mais, tu sais, puis ça, je pense que ça se reflète aussi là dans les vagues de dénonciation, même envers des agresseurs adultes, envers d'autres victimes adultes. Mais, tu sais, quand tu reçois un dévoilement et que l'agresseur, c'est un de tes proches, quelqu'un que tu connais, c'est pas parce que tu penses que toi, il t'agresserait jamais ou c'est pas parce que tu penses que cette personne-là serait pas capable de commettre ce geste-là que ça a pas été commis, là. Non, fait que, tu sais, à la limite de prendre 2 minutes avant de dire que tu crois pas la personne puis de réaliser que oui, des fois, ça se peut être trahi par quelqu'un qu'on fait très, très, très confiance puis qu'on pense donc qui est bon. Ça se peut quand même que cette personne-là ait agressé, là. Oui, puis aussi, tu sais, revenons à la base. Il y a personne qui a envie de s'imaginer un adulte agresser un enfant. Personne. Fait que c'est sûr que le premier réflexe, c'est ben non, pas lui. Ouais, mais qui t'imagine agresser un enfant? Personne, parce qu'on veut pas. On veut pas imaginer ça, c'est trop terrible. Fait qu'il faut arrêter de se dire, ah ben non, ça se peut pas. Moi, des fois, je parlais à des gens que, ouais, mais ça arrive juste dans certains milieux. Non, ça arrive dans tous les milieux, malheureusement. Puis ça arrive beaucoup plus qu'on le pense. Puis c'est juste que là, faut arrêter de se dire que ça arrive pas. Faut vraiment ouvrir les yeux. Puis comme tu l'as dit exactement, c'est pas parce que tu sais, combien de fois on entend, ben, ou même les féminicides, souvent on entend, hey, c'était un bon gars, on n'aurait jamais cru qu'il aurait pu faire ça. Ben, c'est ça, malheureusement. Puis je dis un bon gars parce que malheureusement, dans 99% des cas, c'est des agresseurs, c'est des hommes. Fait que c'est pas parce que nous, il y a des super bonnes personnes qui malheureusement peuvent commettre des gestes irréparables, tu sais. Ouais, puis il y a pas de profil type aussi, là, justement, là, comme que tu disais tantôt, là, c'est pas un tout croche là, dans une ruelle là, habillé tout en noir avec une cagoule ou je sais pas quoi là, tu sais, souvent c'est ça que les gens ils s'imaginent, puis c'est ça que nous on entend, tu sais, nous on fait des ateliers dans les écoles, puis souvent les gens ils disent tout le temps que c'est un mythe, tu sais, comme les personnes sont connues de la victime, puis là, quand on leur dit que c'est la réalité, ils sont comme ah. Tu sais, je veux dire, fait que tu sais, ça c'est encore quelque chose qui est ancré, qui est profond, puis c'est pas, je veux dire, ça peut être autant un professeur qu'un ingénieur, que tu sais, qu'une personne aisée là. Même un ingénieur. Ben non, mais tu sais, ben oui, je sais là, ben tu sais, en voulant dire justement comme ben c'était pas, tu sais, c'est pas écrit dans le front de personne là, je veux dire, les gens qui font ça. Ouais. Merci beaucoup, Lily, pour ton temps. C'est vraiment, vraiment apprécié. Ben, merci à vous autres. C'était super. C'est sûr qu'on va envoyer... Ben, je pense qu'on va aller les écouter nous-mêmes, là, mais on va en parler de tout ça, là, votre projet de balado, puis continuer de parler de la fondation aussi. Puis, est-ce que tu as des projets à venir autres que ton livre que tu aimerais
annoncer Ben, à nos milliers d'abonnés? Ben, j'ai un projet de si ça se réalise, un peu dans la même veine que le livre, un projet de spectacle que j'aimerais présenter où je parlerai vraiment de ma démarche de guérison puis de qu'est-ce qu'on peut faire socialement pour améliorer les choses. Donc ça, c'est quelque chose que je suis en train d'écrire puis d'essayer de mettre en place parce que mon but, c'est vraiment de partager le positif qui peut être vécu après ça. Tu sais, c'est jamais un événement positif, mais à quoi on peut s'accrocher pour voir un peu de lumière puis essayer d'avancer dans la guérison. Ouais. OK. Fait qu'on reste à l'affût. Oui, moi, je vais vous partager avec plaisir. Je vais vous tenir au courant. Fait que merci beaucoup encore de ton temps, Lily. Merci à vous autres.